Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris se terminent sur des bilans sportifs et sociétaux qui sont très positifs. Il y avait un autre enjeu affiché par les organisateurs, faire baisser l'impact carbone de Paris 2024. On en parle avec Guillaume Kerlero de Rosebau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur du collectif Éclaircie et vous êtes également directeur des études écologiques à l'Institut Rousseau. À vos côtés, Vincent Rimbaud. Bonjour. Enchanté. Et bienvenue à vous. Vous êtes le fondateur de la start-up Muto qui agit pour le réemploi dans le secteur de l'événementiel. On est dans le macro et dans le micro avec vous et vous êtes parfaitement complémentaires. Vous avez publié, je crois que c'était au printemps dernier, un rapport d'évaluation de la stratégie climat et communication des Jeux. Peut-être on peut rappeler pour commencer quel a été l'objectif des organisateurs. Ils s'étaient donné quoi, une sorte de budget carbone, c'est ça? C'est ça exactement, et c'est un des gros points positifs déjà de ces JO, c'est qu'ils se sont donné un budget carbone a priori. Donc ils se sont dit on va travailler sous contrainte et on va essayer de diviser par deux les émissions de nos JO par rapport aux deux éditions précédentes de Rio et de Londres. On laisse de côté Tokyo parce que c'était pendant la pandémie. Oui, donc il n'y avait quasiment pas de spectateurs, donc c'était pas comparable. Donc de tout faire dans un budget de 1,5 million de tonnes de CO2, ce qui est à peu près le budget carbone du Tchad, globalement quand même. Oui. Mais c'est toujours 2 fois moins que les éditions précédentes. Donc c'était ça l'enjeu. C'est trop tôt pour dire si l'objectif a été tenu ou on peut déjà... C'est un peu tôt pour dire. En vérité, là, on va surtout peut-être parler des objectifs qui s'étaient fixés. Oui. Pour savoir si réellement ces objectifs auront été atteints, il va falloir attendre les bilans post-JO. Alors, et ça nous permet de faire de la pédagogie. Il y a une info qui semble assez évidente, mais en fait, ce qui pèse le plus, c'est les spectateurs. On en parlait, c'est le déplacement des spectateurs. Ouais, en gros, le bilan carbone des JO, c'est 40% les transports. Oui. Et donc là-dedans, il y a essentiellement effectivement le transport des spectateurs, 30% tout ce qui est bâtiment et construction. Ouais. Et donc là, on va beaucoup parler de réemploi. Ouais, et 30% sur tout ce qui est sur place, donc les achats, le mobilier, l'alimentation, etc. Alors, on va démarrer justement sur... on reviendra au déplacement et au transport, mais sur ces enjeux de construction, le principe, déjà, c'était de limiter les nouvelles infrastructures. Ça, c'était une... Alors, on pourrait aller encore plus loin et ne pas en construire du tout, mais c'était déjà un bon principe de départ. Oui, tout à fait. C'est un des gros points forts aussi là que je voudrais souligner, c'est le fait que 70% des bâtiments et des infrastructures sportives étaient déjà existantes. À peu près 25%. Donc c'est les 7 sites du Trocadéro, du Champ de Mars, etc., étaient des infrastructures temporaires. Et en fait, du coup, il reste que 5% à peu près de bâtiments neufs. Donc le centre aquatique, le village des athlètes, média, le village des athlètes. Ouais. Alors justement, on va parler de ce village des athlètes et je me tourne vers vous. Peut-être présentez-nous Muto en quelques mots pour commencer. Alors Muto récupère en fait tous les résidus d'aménagement éphémère, donc particulièrement événementiels, qu'il s'agisse de salons, de festivals, de conventions professionnelles, de défilés de mode, voilà, pour les donner à des associations et projets à impact social positif. Voilà. Donc là en l'occurrence, sur les Jeux Olympiques, on fait en sorte de récupérer tout ce qui ne va pas pouvoir être réemployé. Du mobilier, de la matière première, des équipements divers, voilà, et faire en sorte de les donner à des personnes qui en ont le plus besoin, qui vont raconter des belles histoires aussi. Et alors, donc ça veut dire que vous êtes en lien avec l'organisation, avec le COJO, avec l'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez déjà ce que vous allez récupérer ? Alors ça fait plus d'1 an qu'ils sont sur les inventaires. Ouais. Nous, on a été engagés sur le projet il y a 6 mois. Donc oui, on travaille activement sur l'identification de ce qui va pouvoir ou pas avoir une seconde vie. Mais pour moi aussi, j'ai un petit bravo à distribuer. Il y a 90% des équipements JO qui ont déjà une solution de seconde vie qui a été routée d'emblée, qui a été anticipé auprès des fournisseurs. C'est de l'éco-conception, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont imaginé pour pouvoir le réutiliser. Exactement. Ce qui est très rare, en fait. Ouais. D'autant plus à cette échelle-là. C'est assez impressionnant. Et donc, nous, en fait, on travaille finalement que sur les 10% résiduels et potentiellement les quelques trous dans la raquette ici ou là, parce qu'un événement de cette ampleur-là a forcément quelques failles, mais c'est très impressionnant. Ouais. Ce village des athlètes, comment il a été conçu ? En quoi il répondait à des objectifs justement d'impact le plus faible possible et de réemploi, d'économie circulaire dont on parle ? Alors peut-être que tu pourras me compléter, mais d'une manière générale, sur l'ameublement et les équipements,
il y a eu un vrai questionnement sur le besoin. Qui vraisemblablement, apparemment, a permis de réduire déjà de 25% la quantité d'objets qu'il y a dans les différentes infrastructures, le village olympique compris, mais je parle dans l'ensemble déjà. Et il y a eu un gros effort de fait sur le fait que les équipements sportifs ne soient pas achetés, mais loués ou prêtés par les fédérations sportives. Et donc, de facto, ça fait ça de moins aussi dans l'impact matière des JO. Pareil pour les tribunes, les tentes, tout ça est du matériel globalement loué. Et donc ça réduit d'autant le bilan. Et je crois que sur le village olympique, il y a eu aussi un gros effort sur typiquement les chambres des athlètes avec des cloisons qui vont être marquées et réutilisées sur d'autres chantiers plus tard. Allez-y. Ouais. Et beaucoup d'acteurs de l'économie circulaire qui ont été mis dans la boucle, outre Muto. Je prends l'exemple notamment de Vesto sur les équipements de cuisine professionnels. Je prends l'exemple de l'Ireco sur le mobilier notamment, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc c'est vrai que il y a vraiment toutes les solutions qui ont été mises en place sur le réemploi des matériaux BTP finalement, notamment du village olympique qui vont être déconstruits, puisque vous savez qu'il y a une mutation. Il y a l'après village olympique. Il y a notamment un groupement autour de l'entreprise Tricycle qui va prendre en main justement la seconde vie de ces éléments-là pour faire en sorte que ces matériaux puissent continuer leur existence. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a très peu de zones d'ombre à ce niveau-là. Donc voilà. Est-ce que les jeux, il y a toujours on peut espérer qu'il y ait un effet d'entraînement. Là, on vient de sortir des Jeux paralympiques et on peut espérer que le regard d'une partie de la société française ou d'une majorité de la société française va changer sur le handicap. Est-ce que en matière d'économie circulaire, vous pensez que ces Jeux peuvent avoir eu cet impact ou pas? Parce que peut-être qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus. Quel est votre avis là? Alors, on a beaucoup communiqué là-dessus, notamment par l'intermédiaire des canaux. Des canaux? Les canaux, c'est la structure effectivement qui gère la communication de tous les projets de l'économie sociale et solidaire autour de Paris 2024 et qui a beaucoup valorisé justement l'engagement de Muto, entre autres. Il faut dire qu'au-delà de l'économie circulaire, pour ce qui me concerne, sur le secteur événementiel, on pense que c'est un vrai précédent, qu'on ne pourra plus faire d'événements sans considérer que c'est possible de le faire, puisque les Jeux Olympiques... On aura prouvé que c'était possible. Exactement. Et à des échelles qui sont absolument incroyables. L'anticipation, l'humain, le budget, c'est tout ce qu'on n'a pas habituellement quand on organise des événements, parce qu'il y a un certain flux, un certain volume. Là, pour le coup, c'est ce que Paris 2024 a réussi à mettre sur la table, et c'est vrai que du coup, c'est très rassurant et ambitieux pour la suite. Comment on peut aller plus loin, d'après vous? Parce que c'est l'essence même de ces événements, c'est de faire venir du monde entier des millions de spectateurs. Et moi, j'avoue que c'est aussi ce qui rend les Jeux Olympiques aussi beaux. C'est de voir des tribunes avec toutes les couleurs, toutes les langues qui sont parlées, des gens qui éventuellement vont espérer que leur équipe gagne, mais qui malgré tout vont être dans un bon esprit. Si on garde ça, on a toujours un bilan carbone qui est lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est un peu l'éléphant dans la pièce et un peu l'impensé à date de la stratégie carbone des JO, c'est le transport international. Ça reste au moins 30% du bilan. C'est plusieurs millions de personnes qui sont venues en avion des quatre coins du monde et reparties chez eux de la même façon. Donc le principal levier, c'est de réduire ce poste. Et pour ça, ça passe par... Alors, il y a différentes possibilités, mais globalement, ça passerait par l'idée de faire quelque chose de moins gigantesque, plus local. Et par exemple, on pourrait... Donc des jeux complètement différents, en fait. Profondément différents, dans le modèle. On pourrait imaginer des jeux où finalement, au lieu d'avoir tout au même endroit, avec tout le monde qui vient en avion, de répartir davantage les épreuves dans différentes villes ou différents pays, ce qui permettrait de coupler ça peut-être avec une mesure de type réserver une partie des places à des gens qui peuvent justifier d'être venus par voie terrestre, par exemple. On peut imaginer ça. Et puis le fait de faire ça dans différents pays, c'est pas si éloigné de ce qu'on fait. On a fait le surf à Tahiti, on commence déjà à délocaliser des choses. Et puis ça permettrait aussi à un niveau social d'être plus inclusif, de donner accès aux jeux à des gens issus potentiellement de villes plus petites, parce qu'elles n'auraient qu'une infrastructure au lieu des 25 nécessaires, et d'avoir un bassin de personnes qui pourraient avoir accès par voie terrestre, par train,
à ces JO qui soit beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un axe de travail. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est plus les mêmes jeux. Hein. C'est plus les mêmes jeux. Pourquoi pas, hein, mais moi bon, j'avoue que ça me fait moins rêver, hein, ouais. si je suis très honnête avec vous. C'est vraiment un changement d'ADN. Quoi. Il y a un enjeu autour de l'imaginaire, effectivement, qu'on projette sur ces jeux. Moi, il y a une autre mesure qui me plaît bien, c'est de développer beaucoup plus fortement des zones conviviales pour assister collectivement à ces jeux. Des fan zones, en fait, on appelle ça généralement, avec des grands écrans, etc. Pour un peu désacraliser le fait que les jeux, ça ne va être bien que si je fais 10 000 km en avion pour être dans la tribune qui est face au terrain. Quoi. La plupart des gens ont regardé ça depuis leur télé. Et puis il y a tout un tout un gradient de choses qu'on peut faire pour aller vers le collectif, vers le convivial, vers le sympa, sans forcément avoir à prendre l'avion. Donc là, mais c'est un travail effectivement d'imaginaire, de récit. Voilà, mais ce serait plus inclusif aussi de faire. C'est un défi compliqué. Un dernier mot sur ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que vous allez, où est-ce qu'on va pouvoir récupérer ou finalement se retrouver, sans le savoir peut-être, avec de la récupération d'objets ou de matériaux des Jeux Olympiques? Alors, il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Il y a notamment une plateforme Seconde Vie qui a été mise en place par Paris 2024 pour récupérer des objets, divers assets des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est disponible un petit peu pour tous. Maintenant, si vous voulez récupérer des matériaux que Muto va pouvoir collecter sur les différents sites olympiques, il va falloir intégrer notre matériothèque en ligne, voilà, qui s'appelle Mutools. Donc là, il faut aller sur notre site internet et faire preuve aussi d'un certain nombre d'engagements sociaux, écologiques, puisque on ne donne qu'à ces personnes-là. Voilà. Nous, on est à Plaisir dans le 78 et à Gennevilliers dans le 92. Donc, Île-de-France, évidemment, on a essayé de router au plus proche. Et on collabore notamment avec les ressourceries culturelles du réseau RESAC, voilà, en Île-de-France, qui fait un formidable travail de revalorisation aussi, de redistribution des matériaux. Voilà, je trouve que ça peut être un moyen hyper original de prolonger la magie des Jeux Olympiques. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus partager ce bilan des Jeux. On passe à notre rubrique Start-up tout de suite.